L'armée russe est une puissance militaire complète. Tout d'abord, la Russie, c'est une vraie puissance militaire, conventionnelle et nucléaire, et c'est quelque chose qui est assumé. En fait, la Russie est construite sur son système de force, et elle y consacre aujourd'hui encore des efforts énormes, colossaux, qu'on a du mal à imaginer. Quand on parle de modèle d'armée complet, en fait, la Russie est un modèle d'armée complet, mais jusqu'au bout des ongles. L'armée russe dispose de tout ce qu'il faut, tout. Ça, c'est la puissance conventionnelle. Ils ont aussi des sous-marins spécialisés, avec des capacités de porter des sous-marins filles, entre guillemets, pour conduire des actions plus précises le long des câbles. Donc tout ceci est extrêmement préoccupant et mérite véritablement qu'on s'y intéresse. Affaiblir l'Europe et démanteler l'OTAN. C'est l'objectif de la Russie. C'est l'objectif de Poutine. Ah, maintenant les Occidentaux changent de disque. Pendant 2 ans, SI, BFM et toute la clique atlantiste ont joué aux illusionnistes. L'armée russe est à bout de souffle. Ils n'ont plus de missiles, plus de chars. La Russie a perdu 1 million d'hommes. Poutine est isolé et fini. Bref, une propagande de guerre pour endormir l'opinion et justifier des milliards de livraisons d'armes à une Ukraine exsangue. Mais voilà que Thierry, chef d'état-major des armées françaises, nous balance une vérité qu'ils ont enterrée depuis 2022. La Russie est une puissance militaire complète, structurée, massive, intacte, organisée, dotée et déterminée. Et maintenant, il commence à dire tout haut ce que beaucoup disaient tout bas. La Russie n'est pas une armée de clous dans l'ADA. C'est une machine de guerre avec une logistique bien huilée, une industrie militaire relancée et une doctrine qui fait mal. Et en prime, il ose enfin admettre que la France est dans le viseur. Ah bon? Pourtant on jurait que ce n'est pas notre guerre. On aide juste un pays à agresser l'Ukraine. Que c'est l'Ukraine contre la Russie. Quelle blague! Ce revirement est un aveu d'échec. L'Occident a misé sur un effondrement russe, il a misé sur les sanctions économiques, sur le chaos politique à Moscou, sur une guerre courte. Résultat, c'est l'Occident qui s'épuise, pas Moscou. Macron va s'exprimer dimanche 13, il ne dira rien de spécial concernant la Russie, juste des critiques et sa célèbre phrase « armant et aidant l'Ukraine ». On dirait qu'ils veulent préparer les esprits à un conflit direct, à une escalade otanienne ou juste à se dédouaner quand les choses vont encore empirer. Mais dans ce scénario, ils sont affaiblis. Quoi qu'il en soit, la Russie n'a jamais été aussi préparée et ceux qui riaient hier commencent à pleurer aujourd'hui. Ils disaient la Russie se bat avec des machines à laver. Voici toute la différence entre vos spécialistes 2.0 de LCI. La Russie est 4e puissance économique mondiale depuis 2024 selon le PIB en parité de pouvoir d'achat dévançant le Japon et l'Allemagne. La Russie s'est désoccidentalisée. Elle a basculé ses échanges vers la Chine, l'Inde, la Turquie, l'Iran, les BRICS+. Elle fabrique ce dont elle a besoin et elle vend ce que le monde réclame. Du gaz, du pétrole, des armes, des céréales. Le mythe de son isolement est occidental et le reste du monde continue à commercer avec elle. Les industries européennes souffrent, les prix de l'énergie explosent et la compétitivité s'effondre. Le dollar et l'euro perdent leur toute-puissance. Les BRICS développent des systèmes de paiement alternatifs. Les monnaies locales sont de plus en plus utilisées. La Russie ne dépend plus du système financier occidental. Elle est en train de bâtir une économie de guerre résiliente, souveraine et intégrée à un monde multipolaire. L'Occident croyait affaiblir la Russie. Il a renforcé. L'appareil militaire s'est réarmé à une vitesse soviétique. L'économie a pivoté et sur le plan idéologique, la Russie est désormais vue par beaucoup comme le fer de lance d'un ordre mondial post-occidental. Il serait peut-être temps de passer à autre chose et de rappeler à Zelensky que cette guerre ne fait que désavantager l'Europe. Bref, vous pouvez trouver cette information de PIB-PPA dans le data catalogue du site de la Banque mondiale et dans le rapport final de la Direction des services de renseignement des États-Unis paru en mars 2025. Je vous donne des pistes de recherche et ce résultat, c'est en pleine guerre, sous embargo et avec 28 595 sanctions appliquées à la Russie depuis 2022. Si l'AES réussit à créer une fédération souveraine, c'est-à-dire un bloc panafricain anti-occidental crédible, un espace stratégique hors contrôle de l'OTAN ou une fédération qui regroupe une seule armée, une seule voix, une monnaie ou un gouvernement avec la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran comme partenaires, c'est un exemple, ils vont créer un trou noir d'influence occidentale au cœur même de l'Afrique. Les terreaux ne sont pas uniquement des terreaux ou des mercenaires. Les groupes terreaux sont un instrument de guerre asymétrique utilisé pour affaiblir, manipuler et redessiner les équilibres de pouvoir sans déclarer la guerre officiellement. Ça a toujours été le prétexte parfait pour garder des bases militaires occidentales
des drones ou même des coopérations sécuritaires. Et quelque part, ça légitime l'envoi de troupes, l'espionnage et les accords militaires inégaux. Si un président ou un régime devient trop indépendant, on lui colle une guerre asymétrique. Résultat, il dépense son budget en guerre, il s'épuise et le peuple se retourne contre lui. Et si ça ne suffit pas, on active une rébellion ou un coup d'État. Allons cas par cas. Au Mali, dès que le président Assimi Goïta a viré Barkhane, les attaques se sont déplacées, amplifiées et réorganisées. Au Niger, avec l'uranium, la base US Agadez, la rupture avec la France, dès que le CNSP a pris le pouvoir, on a assisté à une recrudescence immédiate des attaques. Vrai ou faux? Au Burkina Faso, depuis que le président Ibrahim Traoré a promis de créer une armée populaire, d'acheter des armes russes et de nationaliser certaines richesses, les attaques sont devenues plus sophistiquées, plus meurtrières. S'ajoute à tout ce scénario la propagande qui vient sacraliser leurs résultats à des fins de manipulation. Au sein des 3 pays de l'AES, l'opposition politique intérieure est déjà financée discrètement. Certains groupes privés encouragent des divisions ethniques. Il y a une infiltration de l'administration, des médias, des syndicats et même des forces armées, ce qui justifie les tentatives de coup d'État. Quand tout ce plan aura échoué, ils passeront à l'étape 2. La fabrication d'un narratif et diront que la fédération devient une dictature militaire violente, hostile aux femmes, aux minorités ou à la démocratie. Ils mettront une pression sur les réseaux sociaux et les chaînes occidentales et même à la diplomatie. Mesdames et messieurs, attendez-vous à des sabotages économiques totaux. Les pays qui soutiendront la fédération AES seront menacés et punis. On s'attend à des sanctions ciblées contre nos dirigeants. Ils vont mener des opérations noires, tournées contre des civils et mises sur le dos des dirigeants de la fédération avec pour prétexte d'intervenir militairement via ses proxys. Il y a un plan de guerre ciblé contre les dirigeants de l'AES. L'objectif sera de démanteler la fédération. L'Occident n'a jamais digéré qu'on lui échappe. S'il ne peut plus diviser pour régner, il préférera détruire pour récupérer en 3 ou 4 plans. Le terreau, c'est le plan A. La guerre hybride, c'est le plan B, qui a quand même déjà commencé. Et la guerre frontale, c'est le plan C. Si l'AES devient trop stable, trop populaire, trop armée, trop connectée à la Russie, à la Chine, et motive d'autres nations africaines à la suivre, la guerre devient inévitable. Ils ne peuvent pas laisser l'AES les échapper aussi facilement. Et pire, si la Russie est affaiblie, si la Chine est affaiblie au passage, mais ils en profiteront. Nous assistons simplement ici à une guerre entre puissances en Afrique. L'Afrique est leur terrain, leur champ de bataille. Nous avons un bloc à gauche, un autre à droite. Le bloc des États-Unis et de l'autre côté, le bloc des pays non occidentaux qui ont décidé de mettre fin à l'hégémonie occidentale. Et l'Afrique est devenue leur nouveau terrain de jeu. Mali, RFI, bonsoir. Les rebelles du FLA et les terreaux se sont coordonnés contre l'armée à Al-Kit. Et pourquoi continuez-vous à les appeler rebelles alors qu'ils collaborent ouvertement avec des groupes terreaux? Je pense qu'à partir du moment où ils coordonnent leurs attaques avec des terreaux, ce ne sont plus des rebelles, ce sont des terreaux tout court. Et à partir du moment où vous continuez de qualifier de rebelles des groupes qui collaborent avec des terreaux, vous devenez complice d'une manipulation sémantique. Vous dites, selon plusieurs sources locales concordantes, lesquelles? Vous balancez un narratif sans aucune preuve vérifiable. En gros, c'est la formule magique pour dire, vous ne pouvez pas prouver ce que vous dites, mais mesdames et messieurs, croyez-nous quand même. Mais en vrai, quelle source? Des habitants anonymes, des témoins jamais identifiés, des analystes sécuritaires qui mangent à la gamelle de certaines ambassades? Rien. Absolument rien de sérieux ni de vérifiable. Juste une construction rhétorique pour légitimer un récit flou et faire passer des alliances avérées comme des suspicions vagues. Donner des noms, des vidéos, des audios, des preuves concrètes. Mais vous n'attendez jamais le communiqué final des FAMA. Et ce n'est pas un oubli, c'est un choix délibéré. Vous terminez d'écrire votre récit en relayant la version des terreaux et ce n'est qu'après que vous tentez de joindre le gouvernement malien alors qu'il est en pleine opération de ratissage engagée sur le terrain. Vous n'attendez pas la version officielle. Vous cherchez juste un prétexte pour dire « Nous avons sollicité les autorités maliennes sans réponse. » Et la vérité, c'est que vous ne cherchez pas l'information. Vous fabriquez un récit en faveur des terreaux.